Je remercie ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi ce titre, parce qu'il permet un champ d'investigation beaucoup plus large. Je ne suis pas du tout dans la polémique. On laisse de côté les féministes agressives, les misogynes un peu violents, mais il est certain que c'est un sujet d'actualité et qui va le rester encore bien longtemps. Alors, comme le rappelait Laurence, je suis historienne de formation et il n'y a que 20 ans que l'histoire se partage un petit peu sur les notions de genre. Alors, on ne va pas parler du genre d'une manière caricaturale, mais il y a plusieurs universités qui ont créé des recherches en histoire sur le genre. Et c'est un petit peu là-dessus que je voudrais m'attarder. Bien entendu, ma réflexion ne s'étend qu'au monde occidental. On ne peut absolument pas comparer la situation des femmes, la perception des femmes, avec l'Asie ou l'Afrique. Alors, nos historiens, jusqu'à présent, ne disposaient essentiellement que d'écrits. Or, l'écriture au cours de l'histoire est réservée aux hommes. Ils ont les études, ils sont près du pouvoir, et ils vont donc rapporter, écrire, commenter essentiellement les faits des rois, des empereurs, mais aussi le clergé lui-même va rédiger ses homélies, ses commentaires, toujours entre hommes. Or, dans ces nouvelles recherches, ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même des femmes et que l'habitude de ne pas en parler a fait croire pendant longtemps qu'elles n'avaient pas été dans cette marche historique. À cette démarche de remise en perspective des écrits, il y a aussi de nouvelles recherches qui sont faites en anthropologie et en archéologie. Mon ami Bertrand Roussel, qui m'a envoyé un mot charmant pour me dire que vous ne pouvez pas venir là, mais qui est le directeur de Terra Mata et du musée d'archéologie, je le taquine toujours en lui disant « Nous ne savons pas si la cueillette était faite par les femmes. Ce que nous savons, c'est que dans la préhistoire, il y a eu un moment de cueillette, il y a eu un moment de chasse, et à un moment, la cueillette et la chasse se sont ajoutées. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun élément, sinon notre propre projection, pour dire que les femmes étaient à la cueillette. Et je crois que c'est cette réflexion-là dans laquelle je voudrais vous amener, c'est-à-dire, moi je ne vais vous parler que de faits. Alors, récemment, quand je travaillais sur la guerre de 14, je ressors mes vieux livres d'histoire, etc., et notamment du professeur Renouvin, les relations internationales, etc. Eh bien, quelle a été ma surprise? Sur 300 pages, le mot « femme » n'est jamais écrit. Il parle du front et de l'arrière. L'arrière est solide, l'arrière travaille, les usines sont formidables, mais le mot « femme » n'est jamais utilisé. Je m'intéresse aussi un peu plus en ce moment à la Révolution française, et là c'est sidérant, car dès que l'on va dans les écrits de l'époque, enfin ce que l'on a, on voit bien qu'il y a des femmes. On n'en parle jamais. Par exemple, la prise de la Bastille. Par les dessins faits à l'époque, les commentaires à l'époque, c'est hommes et femmes. Or, on connaît au moins une cinquantaine de noms d'hommes qui étaient là, et un seul nom de femme. Alors que l'on sait très bien qu'en 89 et en 90, les femmes ont beaucoup bougé durant la Révolution. Évidemment, je ne parle pas du nom des héroïnes qui ont été décapitées, celles-là nous les connaissons. Mais celles qui étaient dans le peuple, voilà, quand on parle de la Révolution française et que vous lisez les anciens historiens, vous entendez le peuple, la foule, jamais hommes et femmes. Alors, moi ce que je propose dans cette émancipation de la femme, c'est que déjà, hommes et femmes, prennent conscience
que l'histoire telle que nous l'avions apprise jusqu'à présent n'est peut-être que partielle, non pas fausse, mais partielle, et que depuis 3000 ans, les femmes ont quand même joué un rôle dans cette histoire à laquelle les historiens nous ont habitués à ne pas les démontrer. En deuxième partie, donc ça sera un peu ma première partie, le retour vers le passé, la deuxième partie sur les droits civiques. Et là, je ne suis pas du tout une féministe agressive, dans la mesure où les droits civiques, les droits de vote, sont liés à l'apparition de la démocratie. Or, même pour les hommes, cela a été une vraie révolution de conquérir ces droits de vote et d'exercer dans les différentes institutions. Donc, ça ne fait que 2 siècles, même pas, un siècle et demi que nous avons le suffrage universel masculin. Donc, la lenteur avec laquelle le droit des votes pour les femmes a été acquis est certes largement regrettable, mais à mettre en perspective aux 3000 ans qui les avaient précédés, où aucun homme ne votait, il n'y avait pas de démocratie. Eh bien, donc ce retour dans le passé, c'est cette réappropriation de l'histoire par les femmes. Et là, on est vraiment dans un, comment dirais-je, on a les éléments et on ne les utilise pas. Par exemple, Hatshepsut, femme pharaon. Si vous êtes allé à l'Égypte, vous avez le grand tombeau des reines, c'est celui d'Hatshepsut. Donc, pour régner, cette femme a dû mettre cette espèce de barbiche qui était postiche, mais qui était postiche aussi pour le pharaon homme. C'était les attributs du pharaon. Alors, on la connaît un petit peu. Mais qui sait que, avant elle, 2 autres femmes avaient été déjà pharaons, et que, après elle, nous aurons une quinzaine de reines et 3 femmes pharaons. Donc, on n'en a jamais entendu parler, même quand on fait des expositions sur les reines d'Égypte, etc. On nous parle d'Hatshepsut et bien sûr de Cléopâtre. Mais là, alors déjà, on est loin de la misogynie méditerranéenne, puisque c'est l'Égypte, et donc Cléopâtre n'est quand même, celle dont nous parlons, que nous connaissons un peu mieux, et Cléopâtre 7. Donc, je peux vous donner une liste du nom des reines, et quant au nom des femmes pharaons, je comprends aussi qu'on ne s'en souvienne pas. Nitocris, Néferu-Sobek, Ankh-Képeruré, voilà, bon, enfin, vous avez compris, il y a des femmes pharaons dont on n'a jamais parlé avant Hatshepsut et après elle, et 15 reines donc, au bord de cette Méditerranée. Cléopâtre, alors est-ce que Cléopâtre, c'est l'Istélore, amoureuse, qui se baigne dans une baignoire de lait d'ânesse et qui est d'une beauté extraordinaire? Je pense qu'elle était très belle, mais il y a déjà 20 ans qu'elle est au pouvoir, et son règne est un règne de résistance face effectivement aux Romains, mais aussi de guerre navale pour protéger les blés et le transfert des blés nécessaires à l'Égypte. Donc c'est une reine qui règne réellement, et ce n'est pas que le petit nez de Cléopâtre qui a fait changer l'histoire. Toujours dans cette Méditerranée, on retrouve aussi, alors je pourrais vous en citer, je peux dire des centaines, hein, ça, si la mission des droits de la femme veut des cycles sur les femmes, il y en a. Hein. Mais celle dont on a le plus entendu parler et dont on a des traces importantes, la reine Zénobie de Palmyre, qui mène ses guerriers à la bataille, bien sûr la reine de Saba, et donc on peut voir que l'on parle des femmes jusqu'à présent et dans cette histoire-là, que parce qu'elles rencontrent des grandes personnalités. Cléopâtre, certes, n'aurait pas rencontré Jules César, eh bien on n'en parlerait pas, et Marc-Antoine. Donc, une histoire qui raconte l'histoire des hommes, alors que les femmes exerçaient véritablement un pouvoir, et pas n'importe lequel.
Toujours autour de cette Méditerranée, eh bien, nous trouvons les impératrices de Byzance, du 5e au 10e siècle. Donc là, vous avez Pulchérie, vous avez Irène, je n'ai pas trouvé Zoé, hein, et Théodora, qui est celle, dont on connaît le mieux le nom, mais qui est celle qui a le moins gouverné. Alors que Pulchérie et Irène tiennent l'empire byzantin d'une main ferme pendant de longues années. Le royaume de Jérusalem. Nous avons tous lu dans Mallet et Isaac les croisades. On est abreuvé de films sur les croisades, où il y a toujours de très très belles femmes. Mais jamais on oublie qu'en un siècle, à Jérusalem, dans le royaume de Jérusalem, eh bien, il y a eu 4 reines de Jérusalem, Mélisande, Sibylle, Isabelle Ière, Marie et Isabelle II. Donc, si vous voulez, toujours des faits. Je ne suis pas en train de raconter une belle histoire, mais l'histoire. Et le fait que ces femmes, pourquoi dans les croisades, on ne va parler que des combats, et pas de ce siècle gouverné par des femmes, c'est aussi remarquable. Et surtout, pourquoi ne pas y faire allusion? Donc là, il y a un vrai questionnement pour les historiens, et je dois dire, jusqu'à ma génération et même un peu après, où jamais il y a le doute, il n'y a jamais la mise en perspective par rapport aux femmes. Une autre femme dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, qui s'appelle Tamar, reine de Géorgie au XIIIe siècle. C'est l'apogée du pays. Elle est vraiment entre l'Iran, entre l'Arménie. On est là dans un état de puissance sur les courants qui concernent la soie, déjà avec la Chine, mais aussi tous les épices. Donc un pouvoir, non pas pour dire elle a été reine, mais un vrai pouvoir économique, et elle va gouverner une trentaine d'années. Bon, là on était autour de la Méditerranée, on peut être un peu dans une exception, des situations exceptionnelles, donc. Eh bien moi je vous convie à Marguerite Ière de Danemark, Norvège et Suède, au XVe siècle. C'est quand même il n'y a pas longtemps. On a des écrits, on a des peintures, on n'en parle pas. Vous savez que le président de la République, M. Macron, est allé avec sa femme rendre visite à la reine du Danemark il y a un mois de ça. Je lis scrupuleusement le journal Le Monde de tous les jours, donc je lis le commentaire politique sur cette rencontre, un petit peu d'histoire, et puis vous vous souvenez sur ce monde luthérien face aux Gaulois un peu, comment dirais-je, fougueux. Et je cherche si on trouve une allusion à Marguerite Ière de Danemark. Absolument pas. Je me dis, voyons, dans Point de vue et Image du monde, je vais trouver des belles couronnes, de beaux atours, un beau retour sur une histoire classique. Rien du tout sur Marguerite Ière. Je regarde un peu les journaux numériques, alors là, encore moins. Après, je me suis dit, c'est peut-être une courtoisie diplomatique vis-à-vis de la Norvège et de la Suède de ne pas avoir rappelé cette puissance du Danemark qui avait uni les 3 pays scandinaves. Bon, je veux bien. Toujours est-il qu'elle a régné presque 40 ans, qu'elle a donc vécu très longtemps, et dans une période où 40 ans de règne, c'est 40 ans qui comptent beaucoup plus que les 60 et quelques années de la reine Victoria ou de la reine Élisabeth II. Donc c'est quelqu'un qui a été déterminant pour l'histoire de cette Scandinavie et dont on ne parle jamais. De même, alors je fais comme vous, je vais sur Internet. Alors là, vous savez que je n'arrête pas de le dire, c'est un bel outil. Mais alors, le nombre d'erreurs qu'il peut y avoir, vous ne pouvez pas imaginer. Et là, j'avoue que j'étais un peu furieuse, la reine Anne Ière d'Angleterre. Voici aussi une femme qui va réunir, c'est la première fois que
sous le règne anglais, il y a l'union entre l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre. C'est la base du Royaume-Uni. Elle a gouverné à une première plus de 20 ans. Elle a eu 17 grossesses, malheureusement aucun enfant n'a survécu, et c'est à peu près tout ce que vous pouvez trouver dans les informations. Et donc sur Internet, dans la liste des monarques, on ne cite même pas le rattachement de l'Écosse à l'Angleterre et à l'Irlande. Donc vous voyez combien ce déni de la présence des femmes dans l'histoire est présent au plus profond de chacun des journalistes ou des écrivains qui remplissent ces papiers. Alors, qu'est-ce qu'on en a retenu de cette reine Anne? Qu'elle était dans les mains de son amie, IE, Sarah Churchill, qui était l'épouse du général Marlborough. Alors déjà, une femme un peu homosexuelle, ça devait un peu choquer. Mais surtout, on ne lui rend pas hommage, parce qu'au moment où il faut prendre les décisions politiques, elle renvoie Sarah Churchill, mais prend bien garde à laisser près d'elle le général Marlborough, qui sera d'ailleurs son meilleur soutien pour gagner la guerre et finalement établir ce Royaume-Uni entre Angleterre, Irlande et Écosse. Donc, on ne lui reproche pas d'héritier, on lui reproche des influences, et on ne lui rend absolument pas hommage pour la réalité historique qui est d'avoir fondé le Royaume-Uni. Donc, on est au XVIIe siècle pour Anne. On n'est donc pas dans la préhistoire, ni même dans le premier millénaire. On est vraiment dans une constante, je dirais, qui va s'enfoncer un peu plus avec la réforme, la Renaissance, et puis on va parler de la réforme. À la Renaissance, on redécouvre les textes anciens, grecs et romains. Et là, on les prend, je dirais vulgairement, texto. On n'a pas une réflexion, qui a écrit, que pense Cicéron quand il écrit, il n'y a pas de distance. Et à la Renaissance va donc s'affirmer cette domination de l'homme à travers les Grecs et les Romains. Cette misogynie va être accentuée par la contre-réforme catholique, dont je vais parler dans un petit moment. Donc jusqu'à présent, nous savons qu'il y a des femmes qui ont été reines, toujours conseillées par des hommes exceptionnels, donc on ne parle pas d'elles. Et cette réhabilitation de l'histoire me paraît vraiment importante. C'est-à-dire rappeler que les femmes peuvent avoir le pouvoir, être capables d'organiser des institutions, des sociétés, de faire des études. Et là aussi, une nouvelle génération d'historiens, en particulier la helléniste, commence à penser que la femme dans la Grèce antique n'est peut-être pas autant mise à l'écart que ce que l'on a toujours pensé. Alors, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est jamais citoyenne. Un esclave homme, un esclave affranchi peut devenir un jour citoyen. Une femme, jamais. Donc, ce rôle politique, c'est vrai, nous le vérifions. Mais est-ce que les femmes étaient limitées au gynécée? Étaient-elles incultes? C'est notre philosophe Platon qui dit qu'il faut éduquer les femmes car elles-mêmes vont éduquer les enfants. Donc ce souci de l'éducation fait partie d'ailleurs des discussions. Socrate et Platon sont pour l'éducation des femmes et d'autres pas. Mais elles suivent effectivement des enseignements et elles ont un rôle que peut-être nous n'avons pas suffisamment mis en perspective. Elles s'occupent essentiellement, dans la vie sociale de la cité, de la religion. Alors, ça peut nous paraître banal, mais dans l'Antiquité, la religion était intimement liée
à la vie quotidienne. Donc ce sont des femmes, les vestales, ce sont les prophétesses, ce sont les sibylles, ce sont les oracles, ce sont des femmes, aussi des hommes. Mais donc les femmes sont quand même dans le continuum social, même s'il n'est pas politique. Pareil, il ne s'agit pas de dire tout d'un coup « Ah, mais on s'est trompé pendant des siècles, et chez les Grecs, les femmes avaient une place importante. » Non, mais elles existaient beaucoup plus que ce que l'on a toujours dit. De même, pour les Romaines, nous savons que les femmes romaines, les nobles, toutes, mais quand le Sénat avait voté la guerre et qu'il fallait augmenter les impôts, eh bien, les femmes nobles pouvaient aller sur le forum, accepter ou refuser cet impôt. C'est notamment la fameuse Honoria qui a fait un texte magnifique pour réfuter les impôts. Vous avez déclaré la guerre sans nous, mémoire rien en quelques mots, nous n'allons pas payer des impôts puisque nous n'avons pas participé à cette décision. C'est quand même là aussi important. C'est pas aussi noir et blanc que ce que l'on a toujours voulu nous dire. Mais apparaît le christianisme. Et là, révolution. Égalité des hommes, des femmes, plus d'esclaves, plus de maîtres. Mais, alors ça n'engage que moi dans cette lecture historique. Le fait que saint Paul, qui n'a jamais entendu Jésus parler, on lui a dit ce qu'il a dit, va instituer une église avec des fondements des tribus sémitiques, avec un nouveau langage. Et donc on est déjà un peu hybride. Par exemple, le rôle de Marie-Madeleine. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent le frère Benoît, qui a été notre aumônier des artistes pendant quelques années, et qui aujourd'hui à la Sainte-Baume, donc là où il y a les reliques de Marie-Madeleine. Et il me disait que dans l'immense bibliothèque qu'il y a à la Sainte-Baume, c'est très intéressant parce que selon les siècles, c'est une sainte. Après, elle devient une courtisane. Après, elle devient même un peu alchimiste, etc. Selon les époques, il va y avoir une façon de voir Marie-Madeleine, toujours en rapport finalement avec l'époque, ce que l'on aime et ce que l'on déteste. Donc, le rôle des femmes dans l'Église démarre très fort, se ralentit, et paradoxalement, c'est au Moyen-Âge que l'Église va faire beaucoup pour les femmes. Je dis paradoxalement parce que les choses vont évidemment empirer après. Mais d'abord, on va découvrir le culte marial. Alors, le fait de découvrir le culte marial, du coup, on est admiratif d'une femme, de toutes les mères. Bon. Mais l'Église va insister pour condamner le viol et les violences conjugales. Et ce n'est pas par hasard si au moment où il y a ces condamnations, apparaît le fin amour, l'amour courtois, ça va de pair. Parce que ces beaux jeunes croisés, ces jeunes guerriers, que ce soit la soubrette ou la dame du château, entre deux portes, et personne n'avait le droit de rien dire. Donc là, l'Église fait respecter la femme en tant que femme, en tant qu'être. Et les femmes, dans ce début du Moyen-Âge, enfin de l'an 1000, va aussi prendre un peu d'importance dans la mesure où il y a la création des cités et des commerces et des bourgs. Et donc, dans cette cité, dans ces bourgs, il y a des commerçants et des artisans. Et on va voir qu'elles vont jouer un rôle, notamment quand elles deviennent veuves. Et ça, on va le voir jusqu'à la Révolution. C'est-à-dire, commerçantes, elles continuent le commerce du mari, artisanes, pareil. Or, on était dans des corporations, elles vont aux réunions des corporations, mais ne votent pas. Alors, toujours pareil, c'est vrai qu'elles n'avaient pas de droit.
Mais elles existaient, elles jouaient un rôle dans la cité, et quand on voit, par exemple, dans la faïencerie de Marseille, le nombre de femmes qui ont tenu les fourneaux, c'est extraordinaire. Ce sont des veuves, et puis des fois, ça passe à la fille. Donc, c'est toujours beaucoup plus complexe que ce que l'on a cru jusqu'à présent. Tout passe aussi par l'étude. Au Moyen-Âge, les universités s'ouvrent aux hommes, mais quelques femmes y assistent. Héloïse est aussi une philosophe, on la connaît pour ses amours avec Abélard, tragique, mais c'est une philosophe. Et à cette époque, philosophie, religion et médecine sont confondues. Les femmes qui suivent ces cours, qui participent, qui réfléchissent, sont quand même assez mal vues. D'autant plus qu'elles osent écrire avec esprit critique, et c'est notamment le cas de Marguerite Porete, qui fut brûlée en 1310 sur la place de Grève à Paris pour son livre « Le miroir des âmes simples », où elle conteste une partie de la religion quant à la mort et à la rédemption personnelle, individuelle. Et c'est vrai qu'on voit apparaître, avec l'Inquisition aussi, on voit apparaître les sorcières. Alors, sur le nombre de brûlés pour sorcellerie, il y a un homme pour 70 femmes. Elles sont toujours vieilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vieilles? Ça veut dire qu'elles ne sont plus capables de faire des enfants. Elles ne sont plus utiles à la société. Elles sont dangereuses, elles vivent seules, ont une certaine liberté sexuelle, et surtout, elles connaissent les herbes et guérissent. À côté de médecins qui sortent peut-être de la faculté, mais font des saignées, font des lavements, et elles guérissent plus souvent que le médecin de la ville. Donc, le diable s'en mêle, donc on les brûle. Pourtant, les femmes nobles de ce Moyen-Âge ont la chance de pouvoir faire de belles et bonnes études. Les pères sont souvent favorables à l'éducation de leurs filles. Elles parlent le grec, bien sûr le latin, l'hébreu, l'italien et l'allemand. On est loin de femmes sottes, même si c'est toute une petite partie, le peuple, hommes et femmes, est totalement analphabète. Et ce Moyen-Âge où on voit des femmes exceptionnelles, tout à l'heure je vous parlais du journal Le Monde, je vous renvoie au journal Le Monde de la semaine dernière, du supplément livre, où il y a une biographie qui vient de sortir sur Hildegarde de Bingen. Alors, c'est une femme extraordinaire qui a vécu donc, au XIIe siècle en Rhénanie. Elle va avoir son propre couvent. C'est une femme qui vient d'une grande famille et qui a de l'argent. Donc ça aide pas à avoir des idées. Or, elle va avoir un véritable centre d'études et son élan artistique, culturel, on peut dire intellectuel, va s'étendre sur tout l'Occident. Son influence est exceptionnelle. Il va sans dire que l'Église va lui rendre hommage. Mais 900 ans après, puisqu'elle vient d'être en 2012, elle a été nommée docteur de l'Église. Donc, elle est morte en 1179 et elle est docteur de l'Église en 2012. Tout arrive. Et il n'y a que 4 femmes qui sont docteurs de l'Église, c'est Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Et puis donc, Hildegarde de Bingen. De même, est-ce que les femmes ont exercé certains métiers? Par exemple, la médecine. Eh bien, pour citer Homère, avec qui on a passé l'été avec Sylvain Tesson, je vous recommande le livre, qui cite dans l'Iliade Agamédée, qui vient soigner les guerriers. Et c'est à Athènes qu'il y a une femme médecin, je n'ai pas trouvé son nom, peut-être un helléniste me le trouvera,
C'est à Athènes, 350 ans avant Jésus-Christ, qu'une femme est médecin tout à fait légalement. Donc on est loin de femmes toutes ignorantes. De même que la passion pour l'astronomie. Bien entendu, en Mésopotamie, en Grèce, on suit les astres. Des raisons qui peuvent être de religion, mais aussi de découverte. Eh bien, en Grèce, plusieurs femmes suivent les cours de Pythagore pour pouvoir calculer les éclipses, etc. De même qu'à Alexandrie, on a Hypatie, directrice de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est la fille de Théo. Donc, on est loin de femmes ignobles. Toujours pareil, hein, j'insiste, hein, c'est une petite partie, mais en tout cas, elles existent. De même, qui sait, ou a su, que 14% des astronomes au XVIIe siècle en Allemagne sont des femmes. Évidemment, on leur interdit l'entrée à l'Académie de Berlin. Caroline Herschel, donc au XVIIIe siècle, va découvrir 8 comètes. Ce fait d'être scientifique, à soi, ça aurait pu faire une conférence, on le trouve souvent avec des femmes qui sont à côté d'hommes qui font des recherches. C'est le cas de Marianne Pauls, l'épouse de Lavoisier. Elle fait autant de chimie que Lavoisier, mais on ne retient que les écrits de Lavoisier. Et là, c'est toute la question. Très souvent, et je vais y revenir après pour la situation actuelle, on donne les résultats des recherches de femmes à des hommes qui vont les vulgariser. La Renaissance, alors donc dès le XIe siècle, aussi dans nos universités, on a des femmes médecins, notamment avec l'université de Bologne, qui est d'une grande ouverture pour les femmes. Il y aura énormément de femmes philosophes, mais surtout médecins. L'invention de l'imprimerie et la Renaissance vont aboutir à plusieurs choses. D'abord, on va développer l'impression de la Bible. Le premier livre, c'est la Bible. Et dans la langue de chaque pays. Luther et Calvin sont donc pour l'éducation des femmes, pour qu'elles lisent bien la Bible et enseignent bien, comme cela, leurs enfants. C'est le, comment dirais-je, c'est le militantisme protestant. Mais ce qu'il y a de spécial chez les protestants, et j'en profite pour signaler la présence de Myriam Orban, qui est une spécialiste des protestants dans les Alpes-Maritimes, où elle a ouvert un champ des découvertes extraordinaires, c'est que chez les protestants, eh bien, on peut avoir des femmes qui prédiquent, il y a des prophétesses, donc il y a une espèce d'égalité dans l'appropriation de la parole du Seigneur et de la donner aux autres. Alors, moi, je passe sous silence les guerres de religion parce que c'est un petit peu plus complexe, mais les idées réformistes laissent la place aux femmes, mais attention, que par rapport à la religion, car notre Calvin, chère Myriam, eh bien, traite Louise Labbé de courtisane de bas étage, parce qu'elle ose écrire des poèmes, parfois d'ailleurs un peu érotiques, mais d'une très belle poésie. Alors, on peut ricaner, mais je vous invite, pour ceux qui ont toujours leur Lagarde et Michard, d'aller dans le Lagarde et Michard du XVIe siècle et de chercher Louise Labbé. Eh bien, vous avez une introduction et il y a 2 lignes au fond pour rappeler qu'il y a eu une poétesse qui s'appelle Louise Labbé et une autre Pierrette, le nom m'échappe, enfin c'est 2 lyonnaises, donc Labbé, bon, qui ont écrit au XVIe siècle. Donc notre Lagarde et Michard, 2 hommes, alors que Louise Labbé, nous avons
un livre maintenant de la Pléiade, elle est reconnue comme une des femmes, une femme poète extraordinaire, une histoire personnelle extraordinaire. La Gardémicha, je ne vous parle pas de la préhistoire et de la cueillette dont je parlais tout à l'heure, là, on est au XXe siècle. Donc, nos religieux ne veulent que des femmes pieuses, mais en tout cas, il faut qu'elles sachent lire et écrire. Alors, à cette époque de la Renaissance, où on découvre la peinture, pas de femmes dans les ateliers, parce que ça serait quand même inconvenant qu'une femme soit là en train de croquer un homme nu. Donc les femmes ne peuvent pas s'exprimer dans les ateliers. Après on vous dira, il n'y a pas eu de femmes peintres. Encore faut-il pouvoir apprendre. Et vous connaissez tous l'histoire terrible d'Artemisia Gentileschi, dont le père a reconnu le talent, lui donne un précepteur chez elle, etc., qui va la violer, qui va être violent avec elle, et elle va, soutenue par son père, lui faire un procès, ce qui est extraordinaire. Elle est une femme, elle est peintre, elle ose s'insurger devant quelqu'un qui est connu, qui s'appelle Dacier, T-A-2-S-I, et revendiquer sa peinture, revendiquer le respect de son corps. Et on peut dire aujourd'hui, enfin en tout cas c'est ce que disent les historiens de la peinture, que Artemisia est le premier peintre baroque. Elle est dans l'esprit de Caravage, donc c'est quelque chose de profond. Les femmes ne sont pas dans les ateliers, difficile pour elles d'accéder aux commandes de différents mécènes. Et c'est pareil aussi pour la littérature. On en est moins conscient parce qu'on a pu se progresser, mais Madame de Lafayette, sur son lit de mort, dit « Je n'ai jamais écrit la princesse de Clèves », puisque donc c'est signé d'un de ses amis, mais c'était comment dirais-je, impensable socialement qu'une aristocrate puisse commettre un livre. Donc vous voyez, c'est compliqué à la fois d'exister dans l'histoire. Quand on est dans l'histoire et que l'on fait quelque chose, la société vous met dans une case et vous ne pouvez pas en sortir. Donc c'est difficile pour ces femmes d'apparaître plus clairement. Bien entendu, comment obtenir ces fameux droits civiques? Donc, nous savons d'une part que l'histoire qui nous a été racontée n'est pas complète, qu'il y a quand même une existence des femmes, mais il est absolument certain que les droits civiques ont été d'abord réservés aux hommes. Alors, le siècle des Lumières, vous savez que quand on dit le siècle des Lumières, vous voyez tout de suite tout le monde dire combien les Français sont supérieurs. Eh bien, les philosophes qui mettent en avant l'esprit critique, y compris vis-à-vis de la religion, créent cette notion d'individu, de responsabilité, de droit, de devoir. Dans ce siècle où les femmes tiennent des salons, c'est Mademoiselle de Lespinasse, Madame Tencin, Madame Geoffrin. J'ai mis Madame de Tencin parce que c'est elle qui tient le salon le plus intellectuel. Elle est bourgeoise, donc c'est plus facile que pour les aristocrates, où quand même il fallait un petit peu de mondanité. Eh bien, on peut dire qu'elle forme l'écran pour que les joyaux, c'est-à-dire ces messieurs, puissent s'exprimer. Diderot n'est pas le dernier à se méfier des femmes. Voilà ce qu'il dit. Le petit nombre de femmes de génie fait exception et non pas la règle. Et le philosophe fait donc aussi écho à Molière, vous vous en souvenez tous, qui dans Les femmes savantes s'esclave. Nos pères étaient sur ce point gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de chausse. Molière, d'ailleurs, faisait écho à Montaigne, qui déclare dans ses essais « La plus utile et honorable science et occupation à une femme,
c'est la science du ménage. Eh bien, c'est Voltaire qui soutient Émilie du Châtelet, qui va faire les expériences comme Newton, qui va traduire Newton, qui va écrire et envoyer ses écrits à l'Académie des sciences, qui vont les publier. Elle n'entre pas à l'Académie des sciences, mais elle est publiée par l'Académie des sciences. Donc ces femmes, la politique, où est-ce qu'elles sont? Je reviens sur mon XVIIIe siècle et sur la Révolution. Quand on parle au XVIIIe siècle des émeutes de la faim, il y en a 3 ou 4. Eh bien, on parle de la foule. On ne dit pas hommes et femmes. En fait, aujourd'hui, on sait très bien que ces émeutes de la faim, après l'augmentation du prix du blé, eh bien, c'est la famine. Ce sont les femmes qui vont faire ces émeutes, qui vont aller devant les parlements, devant les familles riches des grands aristocrates, qui vont barrer des routes. On sait aujourd'hui que ce sont des femmes. La Révolution française, en 1789 et 90, va être portée par les hommes et par les femmes. Mais attention, déjà, il faut qu'elles restent derrière. En 1790, le 14 juillet, par exemple à Marseille, il y a, c'est la fête de la Fédération, la Déclaration des droits de l'homme est lue par les hommes. Les femmes font la même chose, mais le 15 juillet. On ne les a pas fait ensemble, ces droits, on a séparé, il ne faudrait pas qu'elles nous volent la Révolution. Cette prise de la Bastille, dont je vous parlais tout à l'heure, où on connaît le nom des hommes, mais on ne connaît que le nom d'une femme. Dans cette année 89-90, c'est la création de beaucoup de clubs, et de clubs de femmes, de sociétés de femmes, de sociétés mixtes qui vont réfléchir, qui vont être aussi bien chez les Églantiers, chez les Jacobins. Il y a un véritable bouillonnement. Mais ça va vite s'arrêter. Et là, on a un ennemi, notre propre ennemi, c'est la langue française. Et ça dure aujourd'hui encore. Car, si en anglais, on parle des human rights, les droits humains, en français, c'est les droits de l'homme, puisque l'homme est générique. Donc, ce problème sémantique pèse énormément sur la mentalité des révolutionnaires. Pas sûr qu'il n'y ait que ça, mais quand même, c'est pas la même chose de déclarer les droits de l'humain et de déclarer le droit des hommes. Le mouvement va se durcir, révolutionnaire. C'est la terreur avec Robespierre qui va exclure toutes les femmes des institutions révolutionnaires où déjà elles avaient eu beaucoup de mal à pénétrer. Et elles étaient tolérées un peu comme observatrices, jamais comme véritables acteurs. Et bien là, plus de femmes. Alors quand Mélenchon nous dit que pour lui, l'homme le plus extraordinaire, c'est Robespierre, j'aimerais lui rappeler certaines choses. Robespierre est un admirateur de Rousseau. C'est le retour à la nature, à l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire, on reconnaît que le loup mange la chèvre et que le plus fort domine le plus faible. Donc ce romantisme, ce retour naturel à la nature n'est pas du tout profitable aux femmes. Rousseau lui-même, pour son Émile, veut une femme douce et soumise. Il ne la veut pas comme Émilie du Châtelet en train de faire des sciences. Heureusement, une femme va faire porter sa voix haut et fort. C'est Olympe de Gouges qui fait une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 91, c'est-à-dire déjà on bascule vers un raidissement de la Révolution. Elle demande l'égalité entre les sexes, le droit de vote pour tous. Elle écrit:
la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Préscience, elle écrit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Et notamment, ça sera un des grands discours des féministes du début du XXe siècle, notamment quand il y a le procès pour Hélène Brion, elle dit « Vous me condamnez alors que je n'ai aucun droit. » Donc, difficile. Donc, elle va s'insurger fortement et devenir un point de cristallisation, c'est-à-dire qu'elle est agressée plusieurs fois chez elle, au Langue de Bouge, et elle ne pourra présenter que 3 fois, parce que c'est une femme écrivain, une pièce qu'elle a produite en 1790, qui est, sa pièce s'appelle « L'esclavage des nègres ». C'est-à-dire qu'elle est farouchement anti-esclavagiste. Eh bien, mon grand révolutionnaire de l'époque lui interdisent la pièce, donc il n'est joué que 3 fois, parce qu'il la juge hostile aux colons de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est les révolutionnaires. Hein. À côté de ça, elle va militer pour la reconnaissance du divorce. Avec le divorce, les nœuds du mariage sont des liens de fleurs. Sans lui, ce sont des fers qu'un esclave mord en frémissant et qui fait le tourment de sa vie. Elle plaide à l'Assemblée nationale, elle prend la parole, puisque donc elles n'ont pas le droit normalement de s'exprimer. Mais, alors est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce qu'elle n'a pas un grand sens de la stratégie? Elle va réussir à se mettre à dos les montagnards, les brissotins et les girondins. On peut dire qu'elle est un peu seule, politiquement. Et là-dessus, elle ajoute sa demande à devenir l'avocate de Louis Capet, de Louis XVI, lors de son procès. Alors là, c'est l'effondrement chez ces messieurs. Une femme, pour défendre le roi, c'est... Alors, déjà, on ne le défend pas. Et deuxièmement, jamais une femme. Évidemment, quand elle traite Robespierre de tyran, ça ne peut pas se terminer très bien. Elle est donc, bien qu'en 5, guillotinée le 3 novembre 1793. Voilà une page intéressante de la Révolution pour les femmes. Alors, arrivé au pouvoir, Bonaparte, devenu Napoléon Ier, institue le Code civil. On a eu tellement de mal à se défaire jusqu'à ces derniers temps. Il fait de la femme une mineure, toujours sous tutelle, d'un homme, père, frère ou fils. Alors, vous allez me dire, mais ça c'est parce qu'il est corse. Eh bien, pas du tout. Parce que le premier qui va parler du suffrage universel féminin, c'est son compatriote Paoli, 30 ans auparavant, qui, dans la constitution d'une Corse libre, donne le droit de vote aux femmes. Donc, vous voyez que les choses sont compliquées. Hein. La Méditerranée misogyne, mais on a des reines en Grèce, on a des reines dans le royaume de Jérusalem. C'est beaucoup plus complexe que des idées comme ça, je dirais, à l'âge. Les femmes vont sortir du bois à chaque grand soubresaut politique. Mais le XIXe siècle est le fossoyeur de l'émancipation féminine. La République, la liberté, c'est bien pour les statues. Elles n'obtiendront aucun droit. L'Église fait de ce siècle un siècle de piété mariale. Et la virginité mise en exergue, ce sont des femmes humbles qui sont mises à l'honneur, c'est Sainte Bernadette, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. C'est le chemin de l'humilité et de la piété. Mais le monde des lettres est aussi misogyne. Baudelaire parle de George Sand. « Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. »
Alors, ce qui va caractériser l'émancipation des femmes en France, c'est le combat pour l'éducation. Ça, c'est vraiment spécifiquement français. On verra dans un instant, pour les anglo-saxons, c'est un peu différent. Aux États-Unis, il y a quand même déjà cette foi protestante qui rend quand même une égalité, même si elle n'est pas immense, plus grande, et le fait d'être des colons, de partager ensemble les dangers de la conquête du Far West, de la conquête du pays, font une espèce d'égalité déjà entre les hommes et les femmes, et elles vont donc tout de suite se battre pour le droit de vote, plus que pour, comment dirais-je, l'éducation, puisque Calvin ou Luther demandaient qu'elles apprennent à lire, donc beaucoup moins analphabètes que les Françaises. Donc, l'éducation va devenir un enjeu dans ce 19e siècle. On va avoir les écoles catholiques qui veulent former des futures mères capables d'enseigner leur religion face à la montée de la libre pensée, les laïcs qui eux-mêmes sont pour le développement de l'éducation pour que justement ils puissent critiquer les curés. Le fait que le monde ouvrier se développe, qu'il y a de plus en plus d'ouvrières, il y a des syndicats, assez misogynes d'ailleurs, mais tout le monde se dit que quand même, il faudrait enseigner les filles aussi. Alors là, on est dans des grands mouvements, puisque au Moyen-Âge, il y avait déjà des petites écoles paroissiales, pour garçons et pour filles. On avait plus d'attention pour les garçons, mais il y en avait pour les filles. Alors, pareil, tout le monde n'allait pas à l'école, le monde paysan était plutôt pétif, mais enfin, on pouvait aller à l'école. À la Renaissance, l'école des filles, l'enseignement pour les filles est essentiellement religieux. Le peu de scolarisation qu'elles obtiennent, eh bien, est beaucoup plus court que celui des garçons. Il suffit de savoir lire et écrire, savoir tenir une maison et élever ses enfants. Les jeunes filles nobles peuvent évidemment avoir des précepteurs, on l'a dit tout à l'heure. C'est Madame de Maintenon qui crée son école pour les aristocrates pauvres. Napoléon Ier aussi avait pensé aux femmes avec les filles des soldats décorés de la Légion d'honneur, puisqu'il crée les maisons de la Légion d'honneur où l'État prend en charge l'éducation des filles. Mais il faut attendre 1833 pour légaliser les écoles privées. Alors là, il va y avoir une petite bagarre entre plusieurs, comment dirais-je, ministres. Les lois Fallou de 1850 instaurent la liberté de l'enseignement secondaire entre le privé et le public. Victor Duruy comment dirais-je, développe un peu plus les écoles primaires. Les 2/3 des filles, on peut dire, vont à l'école, sont scolarisées. Mais pour les filles, il y a toujours les travaux d'aiguille. Alors, Julie Victoire d'Aubier obtient le baccalauréat à 37 ans, en 1861. Mais il a fallu que l'impératrice Eugénie s'en mêle pour qu'elle ait l'autorisation de passer le baccalauréat. Et c'est une grande victoire, parce qu'à partir du moment où une a passé le bac, on pourra en avoir d'autres. Madeleine Brès, toujours grâce à l'impératrice, en 1863, peut s'inscrire à la faculté de médecine. Et en 1868, Emma Chenu est la première femme à obtenir une licence à l'université. Elle est licenciée en sciences. C'est des exceptions, hein, puisqu'on les nomme et on en connaît bien maintenant. Jules Ferry, dès 1870, clame sa volonté d'instruire les filles. Cette égalité, je la réclame, je la revendique pour les deux sexes. La difficulté, l'obstacle, ici n'est pas dans la dépense, il est dans les mœurs. Je crois qu'on pourrait presque dire que c'est toujours valable. Les lois scolaires donc, de 80 et 82 vont accélérer cette scolarisation. Camille C. va créer les lycées de jeunes filles
mais qui n'aboutissent pas au baccalauréat, mais à un diplôme d'études supérieures. Et bien entendu, elles ont travaux d'aiguille, musique, etc. Il faut attendre 1924, c'est quand même pas très loin, pour que le baccalauréat soit ouvert aux filles avec le même programme que les garçons. Mais on maintient toujours les travaux d'aiguille. Ce n'est qu'après 1968 que les écoles deviennent mixtes. Alors, est-ce que c'est le MLF qui a remporté la victoire? Je ne pense pas. Je crois que c'est tout simplement l'explosion démographique du baby-boom qui fait qu'on est obligé de créer des classes mixtes pour pouvoir recevoir tout le monde. Ce problème de l'égalité vient depuis le XIXe siècle, qui est vraiment un siècle où on voit à la fois un comportement assez réactionnaire, assez conservateur, des réformes d'un autre côté, dans tous les bords, et la naissance du socialisme. Flora Tristan s'exclame: l'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. Bon, ça n'a pas fait une grande joie dans les syndicats masculins de l'époque. En 1848, grande victoire pour les hommes, et je crois aussi, je répète, il faut mettre tout ça en perspective, c'est la première fois en 1848, donc 170 ans, qu'il y a le suffrage universel masculin. Mais il y a quand même une femme qui décide de se présenter à la présidence de la République, Jeanne de Roy. Je ne suis pas sûre que tout le monde la connaît. Proudhon, Pierre Proudhon, qui est pourtant socialiste et libertaire, écrit: nous ne pouvons laisser passer sans protester énergiquement au nom de la morale publique et de la justice de semblables prétentions et de pareils principes. Il importe que le socialisme n'accepte pas la solidarité, le ménage et la famille, voilà le sanctuaire de la femme. Elles sont déterminées. Maria de Rennes fonde la première loge maçonnique mixte, les droits humains. D'ailleurs, Louise Michel en fera partie. Hubertine Leclerc, ça mériterait une conférence rien que sur elle, c'est un personnage extraordinaire. Elle refuse de payer ses impôts en 1880. Gros scandale. Je n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de charge. Je ne vote pas, je ne paie pas. Donc elle va créer une société qui s'appelle le suffrage des femmes. Jean Jaurès, en 1914, intervient à la Chambre des députés. C'est l'humanité entière qui doit agir, penser, vivre, et l'on a bien tort de redouter que le suffrage des femmes soit une puissance de la réaction. C'est bien le seul. Voilà. Alors évidemment, comment ne pas parler des suffragettes, mais qui est un domaine anglo-saxon. L'idée, et on verra, on va le voir, je vais en parler dans 2 minutes, même après la guerre, les femmes françaises vont se battre pour l'éducation, pour des droits civils. Le droit de vote est important pour elles, mais ce n'est pas la priorité. Dans le monde anglo-saxon, peut-être parce qu'il y a une autre perception de l'égalité homme-femme, ce droit de vote va être véritablement combattu dans la rue par tous les moyens. Donc, elles vont aller dans la rue, c'est le Women's Social and Political Union, et elles vont, alors il y a les sœurs Pankhurst, elles sont 3, Sylvia, Emeline, etc. Elles font des meetings dans la rue, parce que personne ne veut leur prêter une salle. Elles se font évidemment tabasser, on envoie des bouts de charbon sur elles, ça fait rien, elles continuent de se battre. Voilà Emmeline Pankhurst enlevée, si on peut dire, vous voyez, elle a les pieds au-dessus du sol par de Bobby.
Et elles veulent absolument faire bouger les choses, puisqu'on a proposé le droit de vote pour les femmes dès 1850 en Grande-Bretagne, et que là, en 1897, on ne l'a toujours pas. D'autres suffragettes, Christabel et Annie Guiney, leurs actions, c'est d'aller là où il n'y a que des hommes, c'est-à-dire les clubs d'hommes, les cafés d'hommes, terrains de golf réservés aux hommes, elles y mettent le feu. Bon, évidemment, elles vont en prison, font la grève de la faim, mais on ne veut pas les faire mourir, donc ça crée une agitation médiatique extraordinaire. On ne parle que d'elle. Et le plus tragique, ça sera la mort d'Emily Davison, qui est donc une des suffragettes qui est avec les sœurs Pankhurst, et elle a décidé de mettre son foulard sur le cheval du roi George V. Évidemment, elle se précipite, c'est le derby, le cheval va très vite et elle sera écrasée par le cheval, mais ça créera un véritable choc. Avant la guerre de 14, eh bien, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Finlande accordent le droit de vote. Après la guerre, tous les belligérants vont accorder le droit de vote aux femmes, sauf la France. Alors, c'est compliqué, parce que le Parlement est pour. On l'avait vu déjà avec Jaurès, mais l'ensemble du Parlement est tout à fait favorable pour le droit de vote des femmes et le propose à plusieurs fois. Mais le Sénat est contre. Et qui y a-t-il au Sénat? Eh bien, ce sont des radicaux. Pas encore les radicaux socialistes, mais ce sont les radicaux francs-maçons, et qui n'ont qu'une peur, c'est que la femme vote comme le curé. Il faut voir aussi, là aussi, il faut quand même se rappeler que ce n'est qu'en 1905 qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. Donc ça s'est passé d'une manière assez brutale, et donc le Sénat, ce ne sont pas des conservateurs politiques, mais ce sont des conservateurs radicaux par rapport aux droits de la femme. Romain Rolland s'exclame: les femmes étant encore plus livrées que les hommes aux forces émotives seront emportées encore plus massivement. Au Sénat, nous sommes disposés à accorder aux femmes tout ce que leur sexe a le droit de demander, en dehors de la politique. Donc, cette conquête des droits est importante. Et en France, elle va prendre une tournure particulière dont je voudrais vous parler, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez. Ce 19e siècle n'a pas vu de grandes écrivaines en dehors de George Sand. Mais il y a eu la création d'une profession extraordinaire, les journalistes. Et là, on va avoir d'abord la difficulté de rentrer dans les journaux, ensuite de signer leurs propres articles, donc beaucoup de journalistes femmes vont signer d'un nom masculin. Jeanne Loiseau devient Danielle Le Sueur, et elle ne rentrera à la Société des gens de lettres qu'en 1917, parce qu'il y a la guerre. Marie Dagou, la maîtresse de liste, devient Danielle Stern, Delphine de Girardin, Charles Delaunay. Et même Elsa Triolet, qui aura le prix Goncourt, premier prix Goncourt pour une femme en 1945, publie sous le nom de Laurent Daniel. On n'est pas si loin que ça de cette omerta. Pourtant, il y a des femmes courageuses qui vont se lancer dans le journalisme. D'autant plus que pour elles, c'est aussi militer pour la cause féministe. Alors on a Séverine, qui, dès 1879, va être la collaboratrice du journal Le Cri du Peuple. Elle travaille avec Vallès, et quand Vallès meurt, c'est elle qui devient le patron du Cri du Peuple. Ça va être la première femme patron d'un quotidien. Alors évidemment, jamais rien n'est simple. Il y a dans ce comité de rédaction
une dispute idéologique et le marxiste Jules Guesde la chasse de ce journal qu'elle a créé. Malheureusement, c'est des choses que l'on a vues plusieurs fois. Et elle va aller travailler avec Marguerite Durand, qui vient de créer un journal, La Fronde. Ce journal n'est tenu que par les femmes. De l'alinotypiste au journaliste, de la personne qui nettoie la maison à celle qui représente le journal, il n'y a que des femmes. Et l'essentiel de ce journal, La Fronde, de Marguerite Durand, qui est une femme belle, qui a de l'argent et qui va consacrer son argent à la création de ce journal. Elle va essentiellement lutter pour ces fameux droits civiques. Elle veut l'égalité des femmes dans la société et elle veut que ses collaboratrices soient des professionnelles. En fait, c'est elles qui ont inventé le métier de journaliste, plus que les hommes, qui écrivaient des papiers, qui étaient souvent plus proches de l'écrit, soit d'une belle lettre, soit une nouvelle, que le journalisme tel que nous le vivons. Elle va donc en faire des professionnels et elle va ouvrir des portes qui jusqu'à présent étaient fermées aux femmes. Comment faire un commentaire sur l'évolution du cours de l'or si on ne peut pas entrer à la bourse? Les journalistes de La Fronde entrent à la bourse. Législative, si on n'est pas à l'Assemblée. Donc pour la première fois, des femmes vont assister, non pas dans l'hémicycle, mais dans ce qui est juste au-dessus de l'hémicycle, pour pouvoir faire les commentaires sérieux dans le journal. Elle sait aussi, Marguerite Durand, dans ce journal La Fronde, s'entourer des meilleurs. Cécile Branchevik, qui deviendra sous-secrétaire d'État dans le gouvernement du Front populaire, en fait partie. Il y a aussi Maria Véronne, qui est la présidente de la Ligue du droit des femmes et militante à la SFIO, Avril de Sainte-Croix, Jeanne Mime, qui pourtant a un autre journal, La Française. Aucun domaine n'est tenu par un homme, et les sciences sont tenues par Clémence Royer, qui est une chercheuse reconnue à son époque, et notamment ses travaux dans la suite de Darwin. Toutes ces femmes n'ont pas toujours le même engagement politique, d'une certaine gauche un peu libertaire, un certain conservatisme, mais rien ne nuit à la cohérence du journal. Marguerite Durand y veille. De plus, elle veut que ces journalistes soient, soignés. L'image de la suffragette est pour elle la pire des choses, c'est-à-dire échevelée. Elle veut montrer que la femme journaliste est à prendre au sérieux quand elle défend les droits du divorce, les droits de vote. Au moment où j'ai fondé La Fronde, il était presque impossible aux femmes de trouver place dans la presse quotidienne. Quelques-unes écrivaient des articles de revue, des romans, des chroniques littéraires, mais dans aucun journal on admettait des collaboratrices attitrées, faisant de la politique, de la critique, du reportage. J'ai voulu démontrer, et j'y suis parvenue, que le cerveau féminin n'est pas inapte à ces travaux qui exigent la vivacité intellectuelle, la prestance du style et souvent un fond de connaissances. Séverine va parler d'un journalisme debout, c'est-à-dire on va sur le terrain, c'est l'invention du reportage. Mais, comme on l'a vu, tout est à refaire après la guerre, après 1919. Nous n'avons pas le droit de vote. Quand allons-nous l'avoir? Cécile Branchevik, avec Louise Weiss, continue de faire de la propagande, vont dans les villes, vont dans les campagnes. Et Louise Weiss, dans un livre qui s'appelle Femme veut, raconte ses rencontres. Les paysannes restent bouche bée quand je leur parlais du vote.
les ouvrières riaient, des commerçantes haussaient les épaules, les bourgeoises me repoussaient horrifiées. En dehors du droit de vote, c'est avec une lenteur d'escargot que les femmes obtiennent quand même certains droits civils. En 1920, les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l'accord de leur mari. Retour en arrière, après la crise de 1929, il y a un grand chômage, 90% des licenciés sont des femmes. En 1938, une avancée, la femme mariée peut enfin ouvrir un compte bancaire, faire des études, passer des examens, demander un passeport sans l'autorisation de son mari. Mais il peut lui interdire d'exercer un métier qui ne lui conviendrait pas. Donc il nous faut attendre l'ordonnance, des fois on se plaint des ordonnances, mais s'il n'y avait pas eu l'ordonnance, du général de Gaulle du 21 avril 1944 pour instaurer le droit de vote. Les femmes sont électrices dans les mêmes conditions que les hommes. Je crois que c'est net. En 1946, les premières élections municipales puis législatives voient une femme nommée ministre à part entière, c'est Germaine Poinceau-Chapuis, une Marseillaise, mais il faudra attendre 30 ans, 1974, pour avoir une autre femme ministre. Donc, je vous dis qu'on y va à la lenteur de l'escargot. On crée le planning familial en 1960. En 1965, une femme peut exercer le métier de son choix, peut administrer seule ses biens. Vous vous rendez compte, ça remonte quand même qu'à 1965. Bon, après, vous connaissez 67, la loi Neuwirth, 75, les lois sur l'avortement et le divorce, par consentement mutuel. En 81, est créé le ministère des droits de la femme. En janvier 2000, la loi pour la parité en politique est votée. Alors, c'est ma conclusion en disant, mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors, en 2015, malgré la parité, seules 16% des femmes sont maires, 7% présidentes d'intercommunalités, 10% présidentes de conseils départementaux. Ce qui fait une grosse avancée, ce sont les dernières élections législatives, où on est passé de 155 femmes à 224 sur 577 députés, ce qui fait 38,8% de femmes à l'Assemblée nationale. Il n'y en avait que 5% en 1945. Mais pour arriver à une égalité, à une parité, il faudra encore 15 ans si on est à ce rythme-là. Le fait, aujourd'hui, de regarder les postes de pouvoir économiques, postes sociaux, syndicalistes, on voit que ce sont toujours les hommes. Et l'entrée de Simone Veil, 1 an après sa mort au Panthéon, est quand même un fait tout à fait exceptionnel, dont tout le monde se réjouit. Mais au-delà de la femme, elle portait d'autres messages. Elle était rescapée d'Auschwitz, elle avait été magistrate, elle était ministre. Donc, veillons à ce que ça ne reste pas exceptionnel. Aujourd'hui, il y a encore des pays qui ne connaissent pas le droit de vote, comme l'Arabie saoudite. Je voudrais juste vous parler de ce qu'on appelle l'effet Matilda. Alors, c'est un Américain qui le définit, Rossiter, et qui a fait une étude sur les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, pour voir que les femmes rentrent en faculté de sciences, mais qu'à la sortie, il n'y en a que 25% qui ont leur diplôme. Il y a un écrêtement, une dissuasion importante, et que, notamment en informatique, il n'y a que 15% de femmes. Alors que, bon, là, je ne voulais pas trop égrener des noms, mais une des femmes au XVIIIe siècle qui invente l'informatique, enfin, c'est une femme qui invente l'informatique en France, enfin, mécanique, etc. Donc, c'est ce qu'il appelle aussi l'effet Matilda, c'est-à-dire que dans un labo, les femmes travaillent, il y a un homme, eh bien, qui va prendre toutes les notes de ses collaboratrices et écrire la note qui va compter à son nom. C'est ce qu'il appelle l'effet Matilda. Alors, il y a une liste impressionnante, et mon Dieu, qui connaît un peu l'université, il n'y a pas que chez les scientifiques. À Harvard, en
on arrive à des situations absurdes où, alors là, il appelle ça l'effet harem, et c'est sordide. Le directeur, à un moment donné, a engagé des femmes chercheurs plutôt que des hommes, parce qu'elles étaient moins bien payées. C'est souvent ça. Et que les femmes chercheurs étaient moins bien payées que la secrétaire de cette même université Harvard. Donc aujourd'hui, l'inégalité n'est pas d'origine juridique, mais reste sociologique et parfois, on peut dire, philosophique. Marie Curie, qui est notre symbole de réussite dans ce domaine des sciences, quand même c'est la seule femme qui a eu deux prix Nobel, un avec son mari en physique et un toute seule en chimie. Eh bien, en 2013, Maria Gebert-Meyer, on l'a vu en 63, a aussi un prix Nobel de physique. Eh bien, elle ne trouve pas de travail. Elle ne trouve pas de travail, ni à l'université, ni dans le privé. Toute la, la sphère médiatique est en ébullition autour de Valentina Tereshkova, qui est la femme qui est partie dans l'espace. Ça paraît intéressant, mais une femme qui a un prix de physique, beaucoup moins. Alors, moi, je crains beaucoup de choses, comme le retour à la nature tel Rousseau, les mouvements un peu New Waves, où le rôle maternel est mis sur un piédestal. Je vous rappelle que Françoise Dolto a travaillé toute sa vie, a élevé ses 3 enfants. Mon Dieu, il semblerait que c'était tout à fait acceptable. Et aujourd'hui, on reste quand même très souvent dans la société imprégné de l'idée que la création est virile, et la procréation, évidemment, est féminine, mais notre seul domaine. Donc, aujourd'hui, on voit un nouveau phénomène chez les trentenaires, qui prend un nom américain parce que c'est né aux États-Unis, qui s'appelle No Kids, pas d'enfants. Parce qu'on fait de longues et coûteuses études, on arrive sur le marché du travail à 28-30 ans, c'est le moment de se faire une situation. Comme si on prend des congés de maternité, on ne retrouve absolument pas la place qu'on avait avant. On retrouve le travail, mais on ne retrouve pas la place qu'on avait avant. Eh bien, on sait aussi que passé 40 ans, ça va être très dur de retrouver un job. Donc, on a une catégorie de jeunes femmes très éduquées, très diplômées, qui aujourd'hui revendiquent ce fameux No Kids. Et on peut se dire aussi, puisque les hommes sont toujours dans les situations de pouvoir, au fond, peut-être laissons-leur le pouvoir. Sauf que c'est laisser à d'autres le soin de décider pour les femmes. Et je crois que ça, c'est l'argument qui me paraît important, c'est que si les femmes ne s'intéressent pas au pouvoir, quel qu'il soit, regardez les syndicats. On a eu Nicole Notat, puis depuis, vous cherchez les femmes. Donc, ce n'est pas nécessairement politique, mais le pouvoir, et dans les universités, j'en parlais un instant, mais regardez les présidents d'université, le nombre de postes qu'il y a, et combien d'hommes ont les postes de professeurs par rapport aux femmes. Donc on est imprégné quand même de cette ambiance, nous dirons. Donc la parité, l'égalité des chances, l'exercice de ces droits, ça ne dépend que de nous. Mais, moi j'avoue que je suis un peu sidérée par une chose qui va vous apparaître mineure. Mais je pense que c'est important. Pensons aux jouets. Bon, je viens d'avoir une petite fille et je vais dans le magasin de jouets pour chercher. Et là, vous avez les jouets pour les garçons et les jouets pour les filles. Là, c'est une publicité américaine. Et vous voyez bien, si vous regardez dans le détail, pour la fille, il y a les chaussures, il y a tout le maquillage, il y a la beauté, il y a toutes des choses superficielles. Pour le garçon, il y a les voitures, la trompette, les avions, la fusée. Ce qui est... c'est pas une invention, hein, c'est... Et quand vous allez et que vous voyez fille
voit pas trop sur cette photo, où il n'y a que des poupées, sans quoi il ne s'agit pas du tout de dire aux filles ne vous occupez pas de vos poupées, mais de limiter le choix des jouets aux roses, aux fées, etc., et de garder pour les garçons les robots, les mécanos, les trains, etc. C'est nous qui en sommes responsables. Donc pour moi, l'émancipation de la femme commence au rayon jouet. Merci.